matin, nous échangeons très tôt. Texto. Oui, par un texto d'ambiance, j'allais dire. Et le soir, nous terminons par un texto de nuit. Pour nous dire sans doute au revoir et à demain. Et tous ces textos sont échangés avec Manuel Valls, son Premier ministre. Alors des confidences atypiques et un changement dans la com présidentielle après 3 ans à l'Élysée. Mise en scène de son couple avec Manuel Valls, ouverture de l'Élysée pour une série de reportages ou rencontres avec des jeunes pour un message segmenté. Le président est-il en campagne pour 2017? Ne s'expose-t-il pas trop en étant aussi présent, y compris pour défendre une ministre en difficulté? Et certaines de ces initiatives en matière de communication ne s'apparentent-elles pas à des cascades à risque? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, ces cascades médiatiques, justement, avec nous 4 invités. Bonjour. Stéphane Rosès, spécialiste de l'opinion, fondateur de l'agence CAP. Alors vous aviez travaillé conseiller François Hollande pendant la campagne présidentielle. On verra ce que vous pensez de ces évolutions. Philippe Lanchener, PDG du groupe de communication McCann France. Alors vous avez participé, vous, au lancement de la marque France sous le précédent gouvernement avec Arnaud Montebourg, et on verra aussi ce que vous pensez des récentes évolutions. Childéric Muller, producteur de télévision avec un regard aiguisé sur l'image. Alors vous travaillé aux côtés de François Bayrou et aujourd'hui à la mairie de Marseille. Et enfin Cécile Delosier, spécialiste en média training, pour commenter la manière de faire passer les messages. Des messages parfois un peu cassant. Par exemple, et ça, le ton avait été donné par Najat Vallaud-Belkacem, face aux détracteurs de la réforme des collèges, la ministre de l'Éducation semble convaincue que la meilleure défense, eh bien, ça reste encore l'attaque. Une pétition va circuler demandant la réforme du retrait des collèges. Est-ce que vous allez tenir bon, Najat Demandant le retrait de la réforme du collège, plutôt. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? La réforme du retrait du collège. Ah oui, d'accord. N'embrouillons pas davantage encore les auditeurs. Non, pardonnez-moi. Alors, oui, il y a beaucoup de commentaires qui circulent. Et en particulier depuis une dizaine de jours, un phénomène assez curieux qui est à l'œuvre, c'est que des éditorialistes, des polémistes, des pseudo-intellectuels, pardonnez-moi, je vais expliquer ce que j'entends par ce terme, parce que pour moi, un intellectuel, lorsqu'il s'exprime sur un sujet, a la rigueur intellectuelle d'aller d'abord vérifier de quoi il parle. Donc, des gens, en effet, s'expriment sur cette question de la réforme du collège, sans avoir lu le contenu de cette réforme. Ce qui leur fait, oui, je l'affirme ici haut et fort, ce qui les fait généralement commenter des contre-vérités, des mensonges absolus, avec de la part de certains, bien sûr, cette idée que vous répétez un mensonge 10 fois, il finit par apparaître comme une vérité. Voilà, des pseudo-intellectuels qui répètent des mensonges, c'est dit avec le sourire, mais ça n'en est pas moins agressif, on va dire. Face au tollé suscité par ces propos, eh bien, la ministre persiste et signe. Et quelques jours plus tard, François Hollande vient à sa rescousse à l'occasion d'une rencontre et de l'annonce d'un plan informatique dans les écoles. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un certain nombre de situations qui étaient meilleures dans un certain nombre d'établissements, souvent les mêmes, et pas dans les quartiers difficiles. Alors j'entends le concert des immobiles, ce sont souvent les plus bruyants, ceux qui, au nom de l'intérêt général, supposé, défendent leur intérêt particulier. Ça peut arriver. Ceux qui voudraient que rien ne change, que rien ne puisse être modifié dans ce qui est finalement souvent le chemin de la reproduction. Eh bien non, c'est terminé. Il y aura aujourd'hui, et à partir de cette réforme, davantage d'enseignement des langues, mais pour tous les élèves. Voilà, le concert des immobiles qui défendent leurs intérêts particuliers au nom de l'intérêt général, les pseudo-intellectuels. Alors on peut dire que le président, comme sa ministre, ne font pas dans la dentelle pour taxer les opposants à la réforme. Alors première question sur le registre d'abord. Est-ce qu'ils ont raison, selon vous, d'aller dans ce registre quand même assez agressif, même s'il y a des oppositions en face? Stéphane Rosès. Il est arrivé à François Hollande, on l'avait vu lors de son débat d'entre-deux tours face à Nicolas Sarkozy, de montrer qu'il savait être un combattant et qu'il pouvait même être très carré. Nicolas Sarkozy en direct
s'en était aperçu. Alors maintenant, sa difficulté sur le fond, sur ce dossier, c'est que ni la ministre, ni lui, ni ses prédécesseurs, n'ayant défini clairement les objectifs de l'école, il y a tout un débat sémantique qui traverse la sphère intellectuelle, et quand même beaucoup ont montré, comme Fumes Marly et Pierre Nora ou Régis Debray, c'est difficile, opposé, hein, oui, c'est difficile de les traiter de pseudo-intellectuels. La difficulté qu'a l'exécutif, c'est que tant que n'est pas définie la priorité de l'école et ensuite sa déclinaison dans les différentes strates du parcours de l'élève, c'est parce qu'ils n'ont pas défini au départ la priorité, vous dites, et sur le choix des mots. Maintenant que cette priorité n'a pas été définie, on va dire, peut-être juste sur le registre du vocabulaire, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors sur le registre, moi je trouve que la ministre de l'Éducation nationale est très brillante parce que je pense qu'elle ressent une véritable colère, mais qu'en tant que femme, elle ne peut l'exprimer. Quand on est une femme politique, être en colère, on a un écueil qui est celui de passer pour hystérique ou mégère, ou des figures quand même très négatives. Et elle le fait, donc elle est en colère, je pense, elle manifeste une riposte très, très forte, avec un rire au début, du sourire tout le temps, un gant de velours, beaucoup d'intelligence, Il n'en reste pas moins que les propos sont extrêmement violents. Oui, mais je trouve qu'elle le fait tout en douceur et en finesse. Dans un gant de velours, ça fait moins mal, mais quand même. Et François Hollande, alors? Il intervient ici 45 secondes. Je ne vais pas faire un cours de linguistique, mais on dit que le sens, les linguistes nous disent que le sens de la phrase est à la fin de la phrase. Et là, le sens de son intervention, c'est de nous dire que les langues étrangères vont être enseignées, renforcées, voilà, contrairement à ce qu'on dit. Et ça arrive au bout de 42 secondes, parce que les 40 premières secondes sont consacrées à des mots creux, des circonvolutions, des adverbes. Quand même pour dévaloriser le texte. Parce que la question, c'est ça, c'est décrédibiliser l'adversaire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, en l'occurrence, il s'agit de décrédibiliser. Il s'agit de décrédibiliser. En tous les cas, quand on n'est pas très solide, c'est le plus efficace. Là, il s'agit non seulement de décrédibiliser l'adversaire, mais on a l'impression qu'elle s'y est préparée, à tel point que l'intervieweur devient un adversaire, puisque dès le départ, elle l'accroche sur une tournure qu'elle aurait pu laisser passer, parce que tout le monde avait compris. Mais elle est dans une situation de défense et donc d'attaque. Et c'est la même technique pour François Hollande qui décrédibilise cette immense majorité immobile, ou je ne sais plus quel est le terme. Ouais, le concert des immobiles qu'on entend très fort. Le concert des immobiles qu'on entend le plus, oui. Voilà. D'accord, donc ils attaquent. Mais alors, Stéphane Rosal disait parce qu'ils n'ont pas défini bien le cap au départ, donc vous trouvez que c'est malhabile, si je comprends bien. Enfin, parce que la question c'est ça, est-ce que c'est productif, est-ce que ça a un effet, ou est-ce qu'au contraire ça crispe encore plus les personnes en face? Oui, enfin les uns et les autres. Il y a surtout un truc, c'est que quand on commence par attaquer, on crée une situation de tension à laquelle le téléspectateur et donc le citoyen est forcément sensible. C'est-à-dire qu'il se dit, il y a un problème. Et ça commence par, il y a un problème. La perception du téléspectateur, donc du citoyen, c'est, il y a un problème. Philippe Henscheler. Vous voyez là des gens qui sont sereins parce que pour la première fois, il y a une stratégie et ils savent ce qu'ils font. Ah bon? C'est-à-dire que, bien évidemment, oui. Il faut recadrer tout ça dans une volonté. La volonté, c'est quoi? C'est que maintenant, il y a un choix qui a été fait. Le choix qui a été fait, c'est la jeunesse, l'éducation, le chômage des jeunes. Les 18-24 ans ont voté pour 30%. Oui, c'était la priorité de la campagne. Ça a été assez dit, effectivement. Et là, il s'est perdu pendant 2 ans. Et donc, ne jugez pas uniquement, et je crois que c'est ce que l'on va faire durant toute cette émission, donc ne jugeons pas que ces deux moments-là. Ces 2 moments-là doivent rentrer en résonance avec tout ce que l'on voit, avec l'intervention dans le supplément, avec une stratégie d'intervention où, alors que Nicolas Sarkozy et la politique d'avant nous avaient habitués à la télé-réalité, là on rentre dans une sorte de making-of. Oui, là maintenant on rentre dans des making-of dans un cadre et dans une série de tweets dans l'autre. Et puis vous avez un type de langage. Ces jeunes, ce sont des gens qui ont une double action. C'est un couple narcissisme, Facebook, je suis beau, qu'est-ce que je suis merveilleux, et puis on met une certaine agressivité. On donne des petits coups de temps en temps. On reviendra sur les autres, mais là, le fait d'être agressif, ça rentre en résonance avec les jeunes, c'est ça? Mais bien évidemment, mais bien sûr, car ces gens-là sont naturels. Vous avez pour la première fois un homme politique, c'est le premier président de la République que nous avons, qui est né des séries télévisées,
qui n'est pas né de Maupassant ou de la Résistance. C'est sa culture et c'est la première fois qu'il est à l'aise parce qu'il a derrière lui. Il faut vraiment prendre. Il faut prendre une vue. Oui, mais Sarko s'est perdu en essayant de faire croire. Il va pas non plus la Résistance. Il pouvait faire croire qu'il pouvait écrire sur Georges Mandel. Regardez le cheminement des deux. Donc il y en a un qui s'est perdu et qui n'a pas voulu assumer. D'accord. Donc ce que vous dites en fait, c'est que ça, c'est pas tout seul. Effectivement, ça doit se mettre en perspective avec le reste. Surtout, c'est sur un des corps et un des piliers de ce nouveau positionnement. Quand vous avez jeunesse, éducation, chômage des jeunes, là vous avez le corps central. Oui, une objection. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison de dire le cadre dans lequel les choses sont pensées pour le président de la République. À la question, est-ce que c'est quelque chose qui marche ? Je ne crois pas, parce que le problème, c'est que est-ce que ça marche auprès des jeunes et est-ce que ça marche auprès de l'ensemble des Français? Oui, et puis il y a là c'est surtout les parents des collégiens, en fait, auprès de qui ça doit marcher. Vous avez raison, ça s'inscrit dans la cohérence. N'oubliez pas le maître à penser et par qui il a été élevé, François Hollande. Ramenez ça à Mourouzi, à Branché, à ce que Mitterrand avait fait. Il est possible que nous vivions ces quelques mois un balancement. Ensuite, la question de Stéphane est fondamentale. Est-ce que ça va marcher ou pas? On va voir. Mais en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui est extrêmement pensé, est extrêmement orchestré, et j'insiste, ils sont bien dans leur comportement. Alors on va mettre en perspective, mais parce que ce que disait Frédéric Muller, c'est tout de suite, ça attire l'attention sur le fait qu'il y a un problème. Finalement, cette réforme, ils disent qu'ils vont dialoguer, mais ils ne sont pas sereins dès le départ. En tout cas, moi je reviens à l'expression de François Hollande, ici, est extrêmement alambiqué. Ce langage, avec ces suspensions des COD en permanence, fait que le discours hoquette, halète, et qu'on n'arrive pas du tout à la suivre. Enfin, si la cible, c'est les jeunes, pour enseigner dans le supérieur, je peux vous dire qu'il n'y a aucun de mes étudiants qui va suivre cette expression-là. Enfin, on parle d'eux, mais je ne suis pas sûre qu'on leur parle. Au-delà de la façon dont ils parlent, il y a des expressions extrêmement fortes. Le concert des immobiles, c'est très fort. Oui, ça, il y a des concepts très forts. C'est vrai que c'est la phrase que tout le monde a effectivement retenue. Alors, on va avancer. Vous avez commencé à évoquer le contexte plus général. Un contexte dans lequel, d'ailleurs, le président de la République s'est montré, là, pour le coup, très ouvert au dialogue. C'était avec des jeunes qui ne pensent pas comme lui. Donc, je fais référence à la fameuse émission de Canal+, un dialogue avec des jeunes au programme Dieudonné, la Shoah et la religion. Doit-on se cacher de rire de Dieudonné? Doit-on avoir honte d'aimer les spectacles de Dieudonné? On doit réfléchir. On rit parfois, bien sûr, ceux qui y vont rient, mais on doit savoir qu'est-ce qui nous fait rire, pourquoi on rit de ça. Parce que c'est marrant. C'est marrant de dire que... Chacun a son opinion sur... Oui, mais quand... Je vais faire une blague, ça va pas faire rire tout le monde, ça va faire rire certaines personnes et pas d'autres. Oui, mais quand ils se déguisent en allemand, en nazi, et qui dit qu'il faut peu des juifs, c'est drôle. C'est qu'une blague après. S'ils se moquent des juifs qui, justement, ont échappé au camp de la mort, ou qui sont morts dans ces chambres à gaz, là, c'est une apologie de la haine. Parce que ça peut se reproduire. Parce qu'il n'y a pas eu que le génocide des Juifs, il y a des génocides qui se produisent. On va bientôt, les Arméniens, bientôt. On va célébrer le centenaire. Il y a aujourd'hui même des chrétiens, des musulmans qui se font tuer dans des conditions horribles. Même si ce n'est pas des génocides, c'est des massacres horribles. Oui, mais on parle plus des Juifs. Mais on parle parce qu'il y a eu 6 millions. Oui, tu en connais? Oui, mais une mort, ça reste une mort. Qu'il y en ait 6 millions. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il faut respecter. C'est pas pareil. Qu'est-ce qu'était la solution au final? C'est de les tuer tous. Voilà, un exercice de pédagogie, diront les uns, un débat catastrophique et stérile, diront les autres, avec des interlocuteurs jugés dignes du président, mais à tort, hein, c'est ce qu'ont dit certains, je recontextualise un peu le débat. Alors Philippe Planchener, vous dites finalement, la première séquence qu'on a vue, il faut dézoomer, la mettre dans le contexte de ce dialogue avec les jeunes qu'on voit là. En quoi ce dialogue est productif, pour employer le terme de l'efficacité? Tout ce que j'ai entendu a été un flot de gens qui sont tellement engoncés dans leur grille de lecture et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Le concert des immobiles, c'est ça que vous avez entendu en commentaire aussi. Mais là, vous avez eu le concert des immobiles, des commentateurs de ça. Là, ce que les gens n'ont pas vu, c'est qu'on est au-delà du leader d'opinion, on est au-delà du relais d'opinion, on est au-delà de la définition de toutes les stratégies classiques de marketing politique. Et j'en fais depuis 15 ans, donc je vous jure, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire que là, ce que vous avez en direct... Il ne parle plus au même que d'habitude. Mais bien sûr que non. Vous avez en direct une tweetline.
il faut bien comprendre. What is a tweet line? Une tweet line, c'est une série de tweets auxquels on répond, avec le même type de réponse. Mais oui, avec le même type de réponse. Là, les mots que vous avez eus sont les mots d'une tweet line, avec notamment ce fratras dans lequel on vous met 6 millions de juifs, et puis bon, mais après, etc., les jeunes avaient dit qu'il n'était pas convaincant, parce qu'après, ils sont réintervenus aux Europes où il nous a pas vraiment... mais tout comme sur une tweet line, on s'insulte. D'accord. Là, on a changé de contrat de lecture. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un sacré pari. N'oubliez jamais qui, en ce moment, est le personnel de l'Élysée. N'oubliez pas qui dirige. Alors N'oubliez pas un rajeunissement incroyable. Il est influencé par les jeunes de l'Élysée, c'est ça? Moi, je refuse le mot influencé. D'accord, il n'est pas influencé. Il est en osmose et en accord. Regardez bien comment il se sent bien dans tout ça. Là, vous le trouvez à l'aise dans le rôle? Ne force pas, oui. Alors, petit mot sur à l'aise dans le rôle, parce qu'effectivement, vous disiez tout à l'heure, il bafouille un peu. Là, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il cherche ses mots, c'est pas un exercice facile. C'est difficile. Non, mais il manifeste beaucoup d'écoute, ce qui est le facteur du pédagogue, l'essentiel voilà, vous du qui êtes prof, alors vous il manifeste beaucoup d'écoute et il accompagne les étudiants dans une espèce de maïotique, les faire accoucher d'une vérité qui serait que finalement, Dieudonné, c'est pas drôle. Est-ce qu'il y arrive ou pas? Vous dites que c'est un échange de tweets. J'ai peur qu'on arrive à la défaite de la pensée si on en est à communiquer qu'avec des tweets. Il me semble que c'est quand même, on flirte avec ce sujet-là. Sur lequel je peux être d'accord avec vous. D'accord. Il y a la défaite de la pensée et l'efficacité en termes de communication. On est là en train de décrypter. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord avec la phrase que vous venez de prononcer. Mais là, on décrypte ce qui se passe. Alors, Stéphane Rosès, influencé par un rajeunissement à l'Élysée ou pas tout à fait influencé d'ailleurs? Non, personne n'influence François Hollande, comme d'ailleurs en son temps Nicolas Sarkozy. Il s'entoure de personnes et selon les moments, il est sur un registre qu'il pense être le registre nécessaire. Et effectivement, il y a pour tout président de la République deux types de dimensions. Il y a la dimension, selon moi, de ce qui agit le pays, c'est-à-dire la symbolique présidentielle, ce que j'appelle la verticalité, et puis l'horizontalité dont vous parlez à très juste titre, qui est la question des tweets et des médias. Le président a dit une fois, la vie politique, c'est une succession d'épisodes et de feuilletons. De ce point de vue-là, il n'est pas très éloigné de ce que pensait Nicolas Sarkozy. Là, il est un nouveau feuilleton. Alors là, effectivement, il est tout à fait dans son registre. Et je dois dire, il est absolument excellent. Il a face à lui des jeunes qui n'ont pas un rapport à la mémoire et à l'histoire, de sorte qu'ils ne voient pas forcément là où le président veut les amener. Et il est absolument excellent. Il n'a pas un mot de trop. Et d'ailleurs, dans ce genre de registre, il est excellent. Mais il est excellent dans l'horizontalité, dans la discussion, dans l'analyse, dans la pédagogie. Ça a été un prof, vous le savez, d'économie à Sciences Po. Et lors d'une présidentielle, lors d'une conférence de presse ou l'esprit du 11 janvier, c'est des moments où son cerveau, son intelligence lui dit qu'il doit retrouver une verticalité. Mais c'est toujours chez lui un effort de l'esprit et non pas du tempérament. Il est plutôt dans ce dialogue, pas du tempérament. Alors que vous jugez réussi, oui, alors non. Moi, je ne décrypte pas du tout comme vous et je ne le trouve pas du tout excellent, pardon. Mais je vois. C'est excellent dans l'instant et puis il y a efficace, il y a les deux questions. Moi, je vois un homme qui est habitué à dialoguer avec des jeunes, avec autorité. C'est-à-dire que les jeunes qu'il a dans son équipe, c'est le boss. Oui. Okay. Les jeunes qui voient autour de lui, ce sont autrefois les MJS. C'était les amis de ses enfants ou les MJS. Il y a rapport d'autorité. Et là, il n'y a plus le rapport d'autorité. C'est-à-dire qu'ils lui disent, bah non, un mort, c'est un mort. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Ce que je dis, c'est qu'il est déstabilisé, qu'il a du mal quand même à faire face. Et donc, il lutte. Il lutte, alors sans le faire paraître, hein, bien entendu. On le sent quand on s'y met un petit peu, mais c'est vrai qu'il est dans ce ton où il essaye de faire entendre raison, où il est un peu professoral. C'est un petit peu ce que j'entendais aussi, ce que je vous entendais dire tout à l'heure. Mais il n'est pas très convaincant. D'ailleurs, eux-mêmes, à la fin de l'émission, effectivement. Et ils sont revenus dessus. Convaincants. D'accord, c'est ni un exercice, vous dites, finalement, intéressant pour lui en termes de verticalité, ni il est convaincant. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je n'ai pas dit ça exactement. Mais c'est vrai qu'il va dans des genres d'émissions où déjà il y a un séquencement. J'ai trouvé l'exercice plutôt réussi parce qu'il était compliqué, il n'était pas évident. Moi, je vous rappelle je ne dis pas qu'il est efficace, je dis que dans ce qu'il avait choisi,
il a été vraiment, je ne sais pas quel type d'homme politique, dans une séquence aussi courte, aurait pu faire des réponses aussi ajustées et aussi justes. Sur un sujet aussi délicat, et sur un sujet holocauste, où il sent bien que les jeunes face à lui n'ont pas véritablement intégré ce que ça voulait dire. La question, c'est qu'est-ce qui va en rester pour la suite, quoi? Qu'est-ce qui va en rester pour la suite? Pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas, selon moi, la verticalité. D'accord, on a compris. Pas grand. Oui, et vous alors, je vais essayer de vous convaincre avec un autre mot-clé qui est le mot contournement. Et c'est pourquoi je pense que ça peut très très bien se passer à l'arrivée. Contournement, c'est le mot-clé de cette génération. C'est-à-dire que avec les grosses corporations, ils contournent, ils ont été élevés, ils se sont des hackers. Les journaux, ils ont un problème, ils créent des blogs. Les majors, ils ont un problème, ils créent YouTube. Et là, ils contournent alors aussi, c'est ça? Ils ont un problème, c'est l'appli. Cette génération a toujours compris. Et François Hollande, il y a des mauvais sondages, il contourne, c'est ça l'idée? Juste 2 secondes. De cette génération, on dit, elle ne veut pas remettre en cause l'ordre établi. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais parce que l'ordre établi ne les intéresse pas, ils ne l'ont jamais pris en compte, ils l'ont toujours contourné. Grâce aux nouvelles technologies, est-ce que ça leur a amené? François Hollande... Mais il ne fait pas quand même sa campagne que vis-à-vis de ces jeunes, il y a les autres. François Hollande, son rêve, c'est de pouvoir contourner la barrière social-démocratie, socialisme, contourner la barrière marché, socialisme, etc. Alors, et là, il faut qu'on avance, il va pouvoir... Ah, mais je crois qu'on avance. Oui, il va pouvoir contourner constamment, et s'il continue à faire ça, c'est dans un jeu de dialectique merveilleux qui peut très très bien se passer. C'est très intéressant ce que vous dites, mais dans la dialectique des jeunes, vous avez raison, ils contournent, mais demeure la question de qu'est-ce qui les assemble. Et il y a bien un malaise de la jeunesse française qu'on repère par rapport à d'autres jeunesses. Donc demeure la question de qu'est-ce qui les assemble. Non, mais attendez, on ne va pas faire le débat sur la jeunesse. On ne va pas faire le débat sur la jeunesse. Ah, voilà, parce que François Hollande... Alors vraiment, parler comme un vieux, ça me gêne absolument pas. Donc en tout cas, vous dites qu'il y a aussi un contournement de la part de François Hollande. On va faire réagir Chédéric Huillard. D'abord, autre extrait, parce qu'il a parlé aux jeunes, puisqu'il paraît qu'il segmente. Alors voilà. Et puis, ça a été aussi l'occasion, ce 3e anniversaire, là, ce fin avril, début mai, l'occasion d'autres initiatives audacieuses en matière de communication, à noter celle d'intervenir à des heures de grande écoute dans des documentaires consacrés aux locataires de Matignon. Alors dans le premier documentaire consacré à Manuel Valls, dans lequel il se livre à une petite analyse, voilà, quelles doivent être selon lui les ambitions d'un Premier ministre. On écoute la réponse de François Hollande. Et vous le voyez, Président? Je l'ai dit, quelquefois, il faut s'apprendre à faire très bien ce pourquoi on a été nommé. Mais si on pense toujours à faire ce que le destin ne vous a pas encore permis d'accomplir, on ne fait pas ce que le président de la République vous a demandé de faire, être Premier ministre. Vous vous rendez compte, si un politique disait « je n'ai pas d'ambition », ça ferait rire, ça ferait sourire tout le monde. Voilà, et on assistait donc à un dialogue croisé par caméra interposée, assez original, il faut bien le dire, entre le président et son Premier ministre, un procédé repris dans un autre documentaire consacré celui-ci à l'ex-Premier ministre Jean-Marc Ayrault et tourné par sa fille. Au programme, un sujet explosif, la fermeture des hauts fourneaux de Florange qui avait suscité une crise au sein du gouvernement, crise d'une grande violence entre Arnaud Montebourg, alors très impliqué, et Jean-Marc Ayrault. On écoute l'analyse, le premier bilan du président et la réponse de Jean-Marc Ayrault. Pourquoi avoir accepté que Manuel Valls se sépare d'Arnaud Montebourg alors que mon père Jean-Marc Ayrault vous l'avait demandé plusieurs fois, notamment après avoir été insulté après l'affaire Florange? Oui, ça c'est vrai. Lorsqu'il y a eu l'affaire Florange, Arnaud Montebourg a été proche de la démission pour ce qui le concerne et proche d'être démissionné pour ce qui me concerne ou concerne Jean-Marc Ayrault, parce qu'il y avait eu une vraie différence d'approche et sur le plan des comportements, il y avait sûrement déjà des leçons à tirer. Je regrette au fond d'avoir accepté ce que le président de la République m'avait demandé à l'époque. J'aurais dû au fond laisser Arnaud Montebourg prendre ses responsabilités, on aurait bien vu. J'ai considéré à ce moment-là qu'il était très important dans cette phase-là, la gauche venait de s'installer aux responsabilités. Nous étions quelques mois après la victoire de mai 2012, alors même que c'était un dossier industriel lourd, mais qu'il y en avait d'autres, qu'il convenait de garder l'ensemble des personnalités au sein du gouvernement.
Voilà, et là encore, un dialogue par caméra interposée entre un ex-premier ministre, voilà, qui pour la première fois livre son analyse, pas forcément flatteuse, un président contraint de faire le bilan. Et on se demande, enfin, on pouvait se demander, mais qu'a été faire François Hollande dans cette galère en voyant ça? Enfin, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est complètement inédit, comme ça, de faire son bilan. Surtout encore en temps réel, ouais. En temps réel, moi je trouve qu'on est dans le temps de l'histoire. D'habitude, ce genre de confidences, on les a après. 10 ans plus tard, que s'est-il passé? Et là, on est in situ avec des gens qui sont en responsabilité ou qui sont destinés à en avoir à nouveau. Moi, je trouve qu'il y a une prise de risque. Quand Jean-Marc Ayrault avoue qu'il a manqué de tempérament, enfin, il a pas oui, Jean-Marc Ayrault, on a l'impression que pour lui, c'est vraiment du passé. Hein. Oui, mais justement, je trouve qu'il se met un peu hors jeu par rapport au système politique, ce qui n'est pas du tout son cas politiquement. Donc, je trouve qu'il y a une prise de risque. Prise de risque pour Jean-Marc Ayrault, et pour François Hollande. Et pour François Hollande, on voit qu'il n'est pas à l'aise et on voit aussi qu'il a su dire non à Jean-Marc Ayrault et oui à Manuel Valls. Et oui, à Manuel Valls. Et puis il faut dire aussi que là, il répond à la fille de Jean-Marc Ayrault. Hein, donc il y a peut-être aussi le fait qu'ils se sont un peu obligés. Mais enfin, au final. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que il faut surtout prendre garde à l'image. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un président installé dans les ors de la République. Puis on voit un ex-premier ministre dans son décor Ikea, sobre, etc. Et donc, on a à la fois. Mais pas hors-jeu pour qui? Hors-jeu pour qui? Est-ce que le Français trouve ridicule celui qui est dans le même décor que lui, ou est-ce qu'il trouve exagéré celui qui est dans les ors de la République avec ce fauteuil admirablement restauré? Mais voilà, on a cette image qui est quand même waouh! Et surtout quand il dit « j'ai eu tort d'écouter le président de la République », ça n'aide pas le président. D'accord, donc pour vous, c'est plutôt ce que dit Jean-Marc Ayrault que ce que dit François Hollande. En tout cas, il a accepté de se livrer à cet exercice. D'ailleurs, pourquoi il le fait? Parce qu'on parlait de toutes ces innovations, hein. Vous allez réagir sur celle-là, une nouvelle innovation en matière de communication. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Je pense que ça a été dit, c'est-à-dire qu'il est à l'aise avec les médias, il fait très rarement des faux pas, et à la fois... je pense que le sujet, c'est peut-être pas tant le décor que le type d'argumentation en temps réel, effectivement. C'est-à-dire que comme il est très à l'aise, très habile, très agile, d'une grande intelligence dans ses rapports, ses explications, rien ne lui pose problème. On n'a jamais entendu, avec toutes ces interventions, ripé le nombre de fois où les commentateurs ont pu dire que Nicolas Sarkozy avait fait des bourdes, avait été sorti des rails. Il ne fait jamais de bourdes. Mais qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que c'était légitime? Est-ce que c'était efficace? Ça, c'est effectivement autre chose. Alors, la bourde, c'est dans le direct. Hein, là, il n'y a pas de direct. Non, je voulais juste revenir sur un truc que tout le monde avait dit tout à l'heure en parlant de la génération télé-réalité. Je rappelle que le premier à avoir fait une télé-réalité, mais il a su mettre la barrière du temps entre le tournage et la diffusion. C'est Valéry Giscard d'Estaing, avec De Pardon, et ce documentaire qui est magnifique sur la fin de campagne de Giscard. Oui, qui n'est pas un documentaire qu'il n'a pas voulu voir. Mais il a mis vraiment du temps. Alors, attendez, on va donner la parole à Philippe. Entre l'événement, là, c'est vrai qu'on est en temps réel. Alors, Philippe Lansonner, expliquez-nous là en quoi on est dans quelque chose de nouveau. On n'est pas dans le direct, on est dans un couple making-of Twitter. Il faut vous dire une chose. Ah là, il nous faut le making-of, c'est ça, d'accord. Il faut vous dire une chose, une époque a passé. Mais qu'est-ce que ça apporte? Même si on est friand et qu'on est intéressé, qu'est-ce que ça apporte? Reprenez mes deux mots, narcissisme, embuscade. Du point de vue de François Hollande. Absolument. Regardez mes deux mots, narcissisme, embuscade. Hollande et Valls, narcissisme. Ils disent du bien d'eux, dans les deux cas. L'un en disant que l'autre prend du temps, doit bien faire ce qu'il a fait, etc. Et qu'il faut d'abord bien faire ce qu'on a fait avant de Oui, ça c'était dans le documentaire, effectivement. Oui, mais ça veut donc dire que lui a bien fait et que maintenant il est, voyez, donc narcissisme. Manuel Valls, mais que pourrait-on penser de quelqu'un qui n'aurait pas d'ambition? Narcissisme. Embuscade, les deux collent un taquet. Et c'est pas grave. Regardez Jean-Marc Ayrault sur ces deux points. Narcissisme, baisse d'estime de soi, dilution de soi-même. Embuscade, j'ai été incapable de dire. Mais alors, homme du passé. Ça veut dire que les deux hommes sont ancrés dans ce que les sociologues appellent une aujourd'hui incroyablement forte. C'est-à-dire qu'il parle à l'inconscient avec ce côté narcissisme embuscade que vous dites, il parle à notre inconscient, il est dans nos codes du moment. C'est la seule façon, les seuls gens même qui pour sont les plus de 18 ans. Oui, mais justement, les seules personnes qui sont respectées aujourd'hui sont celles qui marchent comme ça. Et il y a un pari qui est fait par cette équipe. Le pari, c'est qu'on parle très directement aux gens qui ont, allez, on va y aller, 18, 32, 33 ans,
Mais les gens comme, alors je vais dire moi, pour ne blesser personne, qui sont un petit peu plus vieux, peuvent culturellement se dire, parce qu'on est dans je des le codes. comprends. Et donc, il y a le pari, par contre, dans une société duale, de s'occuper, allez, on va employer des mots, mais on se comprend, ils ne seront pas très très justes philosophiquement, mais on se comprend, on s'occupe des modernes, et tant pis pour le reste. Et on verra bien. D'accord. Voilà. Alors, ouais. Sauf que plus on avance dans la modernité, plus les peuples européens, y compris les peuples français, reviennent à des archaïsmes. Donc il y a un problème sur les lectures. Est-ce qu'on fait de la sociologie ou est-ce qu'on fait de l'histoire? Donc il y a tout un tas de choses avec lesquelles je suis absolument d'accord avec vous sur pourquoi François Hollande est à l'aise avec ça, pourquoi il réussit bien d'ailleurs dans les D'accord, mais il y a un choix de parler aux modernes et toujours de taxer d'immobiles. D'ailleurs, on retrouve le premier extrait. Hein. C'est toujours, il y a ceux qui avancent et ceux qui n'avancent pas. Oui. On attend de lui deux choses compliquées, hein, c'est vrai, compliquées. On attend qu'il porte une sorte de dépassement de la société avec un écart au réel et à la fois une attention du quotidien des Français. Et là, on voit très bien l'horizontalité chez lui, mais là où il veut emmener le pays, la question de la confiance, il n'arrive pas pour l'instant, peut-être lors de la future présidentielle, parce qu'il en a le talent, mais pour l'instant, il ne met pas ça en avant. Attendez, je vais vous faire réagir, mais vous aviez parlé d'un extrait, on va le voir, je vous fais réagir tout de suite après. Alors, justement, cette mise en scène du couple présidentiel, hein, comment François Hollande parle de son Premier ministre, eh bien, c'était dans le même documentaire. Il est nerveux. Le contraire de vous, encore. Oui, mais ça, c'est aussi utile. Lui apporte de la rigueur et apporte aussi du tempérament au sens parfois de la colère. Eh bien, c'est bien. Il faut aussi un moment qu'il y ait dans l'épreuve la capacité de réagir. Mais je trouve qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, je l'observe, il ne se met pas, il ne se démonte pas. Voilà, bref, ils sont complémentaires. Hein. Un vrai couple pardi, un couple dont il a été beaucoup question à l'occasion de ces 3 ans, notamment dans une série de reportages porte ouverte à l'Élysée. Le matin, nous échangeons très tôt. Texto. Oui, par un texto d'ambiance, j'allais dire. C'est-à-dire comment nous avons entendu la presse audiovisuelle ou comment nous avons lu la presse écrite, qu'est-ce que nous ressentons comme impression de la matinée. Et le soir, nous terminons par un texto de nuit pour nous dire sans doute au revoir et à demain. Merci. C'est important de pouvoir aussi se parler régulièrement et en tête à tête pour examiner de manière plus approfondie les dossiers, ce qu'on peut faire moins au téléphone ou par SMS, par texto. Bon, la réunion était utile. On voit quand même que c'est compliqué. Tout peut-être, parce que se sont accumulés des dispositifs de réglementation, tu sais plus qui est responsable. Je crois que le président est la personne que vous voyez le plus en dehors de personnel de Matignon. Qu'est-ce que c'est une vie de couple Et mon épouse, encore que ça se discute. Bah justement, est-ce que c'est une vie de couple qui s'est installée entre vous? Comment ça fonctionne? Non, c'est l'exécutif, c'est pas un couple malgré la familiarité du terme. C'est le président de la République qui rencontre le Premier ministre. Il recadre les choses. Alors, vous vouliez réagir, Cécile Delosier. Vous allez le faire, mais aussi, que pensez-vous là de la mise en scène de ce couple, hein, ce couple moderne? Alors, pour moi, il y a 2 éléments. Premier élément, c'est une bourde, je pense, monsieur, quand François Hollande est interrogé sur ses relations avec Manuel Valls, en disant qu'il est complémentaire, et que Manuel Valls apporte la rigueur, ce qui sous-entend que lui ne l'a pas. Là, pour le coup, je trouve que c'est une bourde. C'est-à-dire qu'on lui a fait tellement de reproches qu'il les a intériorisés et il dit « je sais les corriger avec mon Premier ministre ». C'est ça. Et la deuxième chose, c'est sur ce texto d'ambiance, ces impressions qu'on se dit le soir avant de s'endormir. Tout ça, c'est une forme de politique impressionniste. Et en tout cas, on est du côté de l'intime. C'est-à-dire que là, tout à coup, il se révèle quelque chose de l'intime. Et moi, je trouve que François Hollande gagne à ça. C'est-à-dire que là, il est cadré en plus très près, il manifeste des émotions, et on a cette part d'humanité qu'il a tant revendiquée. D'accord, qu'il n'y avait pas dans les extraits d'avant, là, quand il était face à son Premier ministre. Moi, je trouve que quand il est guindé, il est moins bon. Ou alors dans des communications très, très formelles. Mais ici, je trouve que ça lui donne... Il fait valoir toute son intelligence. Il est celui qui a premier degré, deuxième degré, troisième degré, et même au-delà. Et la plupart du temps, je trouve qu'il s'interdit de le faire. Mais ça pose aussi la question de son rapport avec Manuel Valls. Alors certains ont dit, hein, voilà, François Hollande aujourd'hui, il cherche à neutraliser Manuel Valls. Est-ce que là, c'est une neutralisation, on va dire, médiatique de Manuel Valls? Dans ces 3 ans, 2 moments. Le moment Jean-Marc Ayrault, où pour l'opinion et réellement, ils sont tellement proches, tellement fusionnels. Oui, c'était le couple avec Jean-Marc Ayrault, tous les deux, en fait. Dans le surmoi. C'est un couple fusionnel, comme disent les psychanalystes, de sorte que l'opinion ne voit pas la différence. Du coup, la difficulté, c'est qu'ils peinent à voir l'apport de Jean-Marc Ayrault
électoraux pour François Hollande. Alors que Manuel Valls, pour l'opinion, on est clairement sur deux registres. Le président le met lui-même en exergue sur la passion de Manuel Valls. Bon, alors que lui, quoi qu'il arrive, il est dans la sérénité. Donc, à partir du moment où Manuel Valls arrive, il construit deux niveaux pour encadrer son Premier ministre, le haut, la symbolique, les commémorations, et le bas, l'exercice quotidien. C'est quand arrive Manuel Valls qu'il éprouve le besoin, là, de construire quelque chose de plus systématique dans sa façon de communiquer aux Français. Et de raconter, entre guillemets, ce couple, aussi pour neutraliser peut-être les ambitions de Manuel Valls, chez Éric Muller. Moi, je pense que Hollande, mais ça c'est de l'extrapolation, mais ça permet aussi de comprendre les mots et la communication des présidents. Je pense que Hollande ne craint pas Manuel Valls, parce que Manuel Valls, c'est justement un homme très carré et qui a décidé qu'il ne serait pas le rival de ce président de la République. Oui, loyal, hein, il s'est défini lui-même comme loyal. Donc il ne le craint pas. En revanche, j'ai un peu l'impression qu'il y a eu deux phases. Mais la première phase, c'était d'installer Manuel Valls comme complémentaire. Donc effectivement, je vous rejoins sur l'histoire de la différenciation c'est pas maladroit. du rôle. Vous n'êtes pas d'accord sur le fait que c'était maladroit? Attendez. Et je pense que sa seconde phase, on vient de la voir démarrer, c'est-à-dire qu'il part faire des visites à l'étranger pour vendre des rafales, pour aller dire bonjour aux Cubains, etc., etc. En gros, les 2 dernières années de Mitterrand qui bénéficiait d'une cohabitation. Il n'a pas de cohabitation, bah, très bien. Les affaires vont être laissées au Premier ministre et lui va endosser le vrai rôle du président de la République pour sa réélection dans 2 ans. D'accord, donc avec cette idée du couple, avec une répartition des tâches dans le couple, un petit mot, parce qu'on va passer à Manuel Valls pour un dernier extrait. Un petit mot, il y a quelque chose de fascinant qui se passe sous nos yeux là, c'est que vous avez vu que celui qui a répondu aux journalistes pour expliquer le rôle, non, c'est pas un couple, c'est un Premier ministre, etc., et un président de la République, c'est Manuel Valls. Et il y a une sorte d'inversion qui est en train de se passer, qui est fascinante, qui est que l'un pourrait être plus malléable, plus mobile et autre, alors que celui qui était censé être le plus moderne et le plus jeune et le plus neuf pourrait bien être le plus, alors je ne voudrais pas prendre de mots, je ne sais pas quel est le bon mot, mais en tout cas le plus classique. Un petit peu. Manuel Valls, voilà, cette inversion être le communicant du couple est très plus classique. Et cette inversion est fascinante, je trouve. D'accord, une inversion. Alors quand même, pour finir, puisqu'on est dans les audaces de communication, ces prises de risque là, je voulais vous faire réagir à une image de Manuel Valls à propos du couple aussi, mais d'un autre couple, le sien. Lors de plusieurs émissions, le Premier ministre a parlé de son couple de manière assez spontanée, assez originale et peut-être déroutante aussi. On regarde. Vous n'êtes pas du genre à avoir le spleen. Non, mais vous pourriez dans les moments... Regardez que c'est beau, ça. Oh, regardez, Anne Gravois... Ah, bah si, c'est votre épouse. Oui. Ah, c'est magnifique. J'adore ce couple. Parce qu'il y avait de rumeurs. Oui, vous êtes au courant? Moi, je ne les ai pas crues une seule seconde. On n'en parlera pas, hein. Ou alors, il faut qu'on soit très discret. Oui, j'ai le même problème. Surtout quand elles sont politiques. Mais vous prête beaucoup. Bon, bah merci, Monsieur Valls, pour ce moment. Merci. C'est le cas de le dire. Voilà, on vous prête beaucoup. On comprend qu'il y a une allusion à une rumeur non politique. Pour le coup aussi, une rumeur sur laquelle Manuel Valls revient encore spontanément quelques jours plus tard. Aujourd'hui aussi, même la vie privée des hommes politiques n'est plus privée. On l'a vu avec le président de la République en particulier, et puis avec d'autres. Est-ce qu'il faut vivre avec ça? Il faut vivre avec ça. Je ne crois pas qu'il faut vivre avec ça. Moi aussi, je peux être l'objet de rumeurs. Elles se veulent destructrices, et elles ne sont pas anodines. Elles sont faites pour expliquer qu'au fond, si vous mentez dans votre vie privée, c'est que vous mentez dans votre vie publique. C'est pour vous faire mal, c'est pour vous déstabiliser, c'est pour blesser... vos entourages proches. Il faut résister, bien sûr. Moi, je résiste. Mais il faut protéger aussi vos proches qui, eux, ne sont pas préparés. Vous avez été victime de rumeurs? Oui, mais rien de grave. Donc, il faut résister. Il faut dire très clairement qu'on n'accepte pas ces rumeurs. C'est très important. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà, entre le commentaire sur les rumeurs destructrices et l'humour potage sur ceux à qui on prête beaucoup, voilà, le contraste est frappant, ça intrigue d'autant plus. Pourquoi Manuel Valls fait-il comme ça référence à ces rumeurs dont d'ailleurs quasiment personne n'a entendu parler. À quoi ça rime en termes de communication? Un petit tour de table. Alors Cécile Delosier, vous vouliez réagir? Mais dans les 2 extraits qui nous sont présentés, à chaque fois, Manuel Valls anticipe la question. Oui, absolument. On ne la lui soumet pas. Justement, c'est ça qui est étonnant. Ouais. Alors moi, je trouve que ça témoigne d'une certaine pugnacité
a cité, il me semble que ce reportage, c'était le Matador, c'est ça, l'image du Matador. Pas du tout, pas du tout, c'est des émissions d'actu, comme ça, il réagit. Mais pourquoi spontanément parler de ça? En tout cas, il va au-devant du danger. C'est-à-dire que pour désamorcer la question, il la pose lui-même. Est-ce que c'est en mettant une forme de panache, c'est-à-dire j'assume très bien, j'assure face à la rumeur. J'assure face à la rumeur, oui. Oui. Règle de la communication moderne. Quand il y a une voilà, crise... décryptez-nous la communication moderne. Quand il y a une crise qui peut naître, retenez l'expression, on tue la mouche avec un gant de boxe. Dans la société des réseaux sociaux, où tout s'embrase, vous ne laissez pas le truc partir. Et vous le tuez tout de suite. Quitte à parler d'un truc dont personne n'a entendu parler. Absolument. Sur une rumeur qu'on ne relaiera pas ici. Mais désormais, ma génération a été élevée avec Never Explain, Never Complain. Et maintenant, c'est tu tues la mouche avec un gant de boxe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de petits sujets. Tous les sujets sont à égalité. Et là, il tue alors une éventuelle rumeur. Tout de suite, parce que derrière, on ne peut pas s'emparer. C'est risqué quand même, parce que si une rumeur bruissait dans les magazines People... mais là, il n'y a aucune rumeur dans les magazines. Si, on l'a fait grossir. Donc s'il veut la tuer avec le gant de boxe, c'est qu'il craint qu'il y ait quelque chose. Mais il est en train d'attirer l'attention des autres là-dessus. Donc je ne pense pas que ce soit du tout une bonne technique. Non, d'écraser la mouche avec le gant de boxe. Est-ce que c'est parce que son ego, dont vous parlez tout à l'heure, oui, c'est ça, parce qu'on se demande, parce qu'il est dans les besoin, parce que l'autre, le président, il se fait choper dans, je ne sais plus quoi, Closer, voici, là, Gala. Non, pas Gala. Gala, il demande la permission avant. On m'a appris ça. Non. Est-ce que lui aussi, il aimerait bien se faire attraper ou, je ne sais pas, avoir un truc, je ne sais pas. D'accord. Ouais. Non, surtout pas, vous dites. Non, vous avez vu que Cyril Eldin, la phrase que personne n'a relevée. Je plaisantais. Cyril Eldin ensuite lui dit merci pour ce moment. Et Emmanuel Valls lui dit c'est le cas de le dire. Donc peut-être que chez lui, il y a quand même eu des cris, on ne sait pas. Donc non. Mais vous avez là un homme très à l'aise et qui maîtrise tout de suite les codes. D'accord, c'est très ambigu en tout cas. On va donner la parole. On va donner la parole à Stéphane Rosès. Ce qui est dit sur le fait qu'effectivement sur le net, les entreprises qui sur les réseaux sociaux commencent à être mises en cause, c'est vrai. Il faut tout de suite réagir. Pour ce qui concerne un homme politique, les Français, parce que nous ne sommes pas les États-Unis, dans le rapport vie privée, vie publique, n'aiment pas trop les éléments de brouillage. Et donc là, je crois volontiers que ce sont des questions de tempérament. Et les Français savent bien que Manuel Valls, il est comme ça. Effectivement, c'est tout le contraire de François Hollande. C'est-à-dire François Hollande, quoi qu'il arrive dans sa vie personnelle, la vie politique, il sera d'une sérénité olympienne. De sorte que les Français se demandent c'est qui cet homme-là. Et donc, ils vont se précipiter sur un bouquin qui est une sorte de torchon, qui est le bouquin de Trierweiler, pour essayer de comprendre. Alors que Manuel Valls, ils savent très bien que si on commence à chatouiller Manuel Valls va prendre le problème à bras-le-corps, et il prend les problèmes comme les individus politiques. Non, il a peut-être été un peu chatouillé par 2-3 petits bruits qui auraient touché personne. Et on imagine que s'il a du tempérament, son épouse a également du tempérament. Bon, ok. Alors, en tout cas, mis à part ce petit ovni de communicationnel, on va dire, de Manuel Valls, il reste, vous l'avez dit, quand même beaucoup plus classique, un contraste avec François Hollande. Pour conclure sur ce contraste, Philippe Lanchenner, parce que finalement... On va voir un couple making-of Twitter, c'est-à-dire que d'un côté, on va montrer l'envers et la cuisine, et de l'autre côté, on va prendre des positions. Donc, c'est très différent de la télé-réalité qui est au milieu. Là, on prend des positions, comme les tweets, on montre on fait rentrer dans l'arrière-cuisine, et on aura narcissisme, embuscade. D'accord, les deux mots-clés de l'émission. On dira du bien de soi et on tapera quand il faudra taper. Qui est narcissisme et qui est embuscade dans votre couple? Les deux. Il faut comprendre. Donc, mais la différence entre les deux, c'est quoi cette histoire. Mais il faut comprendre on parle de soi, on parle de soi et on tape. Oui, c'est ça. Il faut comprendre que cette histoire de partage des rôles n'existe pas. Vous avez une osmose. Le quotidien politico-médiatique qui correspond au tempérament de François Hollande, c'est effectivement tous les jours, il y a un sujet d'échange sur l'ambiance du moment. L'attente profonde du pays, c'est plutôt le récit, c'est le film, c'est pas le feuilleton. Et dans la répartition des rôles, il y a quelque chose de bizarre, c'est que le tempérament de Valls est dans la verticalité, celui d'Hollande dans l'horizontalité, mais Valls sait qu'il ne peut rien faire contre le président, parce que le sujet, c'est pas Valls-Hollande, c'est le président et le Premier ministre. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci à Marie Lebon et à Fanny Gouget qui se sont levées tôt pour m'aider à préparer cette émission. Merci à Diane de Charmas qui s'est couchée tard pour la montée. On se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et tous les jours sur le site de Public Sénat pour voir et revoir tous les déshabillés en ligne. Il y a eu un problème d'éducation
de morale au sein des familles, machin, qui fait que la Shoah, ça... Ah, c'était très frappant. Ah là, les deux jeunes, c'était terrible. C'était terrible.